Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique Hebdo du lundi 28 octobre. Et pour analyser, décrypter l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence cette semaine par HPE qui met les feux, si je puis dire, sur son offre as a service qui s'appelle GreenLake dans le jargon d'HPE. Et qui, on le rappelle, ça change un peu de discours ambiant, est une offre on-premise et non pas cloud, comme c'est un peu évidemment la tendance en ce moment. Alors, mais les feux, effectivement, ils brûlent pas tout, ils accélèrent. Ça accélère. Et donc, c'est Antonio Neri qui a annoncé ça, une deuxième vague de GreenLake. Donc, vous l'avez dit, c'est as a service. Donc, en gros, c'est un abonnement, mais c'est en gros un abonnement, on paye ce qu'on consomme. Ce qui n'est pas, on paye une fois pour toutes un abonnement, puis c'est fixe, quoi qui se passe. Et donc l'idée c'est de passer toute l'offre HPE sous la bannière. L'intérêt évidemment c'est que c'est vrai que si on regarde par rapport au cloud, on dit toujours oui, c'est CAPEX versus OPEX, donc c'est en gros est-ce qu'on investit au départ et puis après on sait juste de dépréciation et l'amortissement. Là c'est un abonnement en fonction de consommation. Donc on est sur le modèle du cloud. De ce point de vue-là, en termes financiers, le on-premise rejoint le cloud. Donc c'est une volonté d'HP d'aller dans ce domaine-là et apparemment ils annoncent des résultats intéressants, donc alors un nombre de clients important, un chiffre d'affaires important. Évidemment, ce qu'ils vont faire en as a service, ils vont pas le faire en vente, bien sûr, donc il faut voir un peu comment ça va s'organiser les deux, mais en tout cas c'est une évolution que HP a pris de manière très frontale, on va dire. Très importante. Oui. Très bien, ça c'était pour le HPE. On parle des mainframes, on en parle de temps en temps, et une étude de BMC avec l'aide d'IDC pose la question, est-ce que, quel avenir pour les mainframes? On pense toujours aux dinosaures quand on pense aux mainframes, donc, mais est-ce qu'ils vont finir comme les dinosaures? Alors effectivement, donc, déjà c'est une enquête qui est faite, qui est commanditée par BMC, donc BMC est très impliqué dans le domaine des mainframes, donc il faut le mentionner. Donc la réponse à la question c'est oui, puisque 9 personnes sur 10 interrogées, alors évidemment ce sont des gens qui sont impliqués dans les mainframes, donc ils ne vont pas dire finalement notre bateau va couler, mais bon, c'est un peu simplificateur. 9 sur 10 interrogés disent que l'avenir du mainframe à moyen long terme est assuré. Et effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les mainframes c'est un sujet récurrent. Le COBOL, ça fait 30 ans qu'on dit c'est qu'ils vont disparaître et ça continue. Sachant que IBM vient d'annoncer le Z15, donc c'est la nouvelle génération qui elle finalement offre à peu près toutes les mêmes caractéristiques que les serveurs x86 en matière de cloud, de sécurité, etc. Dans l'enquête, néanmoins, il y a quand même un certain nombre des proportions non négligeables qui font part d'interruptions non prévues, donc en gros c'est des pannes, pour le dire comme on veut. Donc ce qui veut dire que bon, le mainframe est un ordinateur sûr, mais il y a aussi des pannes et ça arrive qui est peut-être dû à l'âge aussi peut-être du parc, bon, qui sait. Autre sujet de la semaine qui est intéressant, les disques durs, j'allais dire, traditionnels, avec des annonces de Western Digital qui montrent qu'on peut toujours innover sur ce secteur qui est vraiment traditionnel. Alors là, effectivement, c'est un peu dans le même idée. Il y a une concurrence entre les disques magnétiques et puis les disques électroniques. Et on prédit depuis un certain temps la disparition des disques magnétiques parce que les disques SSD offrent un certain nombre d'avantages, de rapidité, de temps de latence, il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas de partie mécanique. Et puis finalement, les disques magnétiques, ils trouvent toujours les fournisseurs, les constructeurs trouvent toujours de nouvelles possibilités pour accélérer. Et donc là, c'est Western Digital qui sort un nouveau disque 20 Tera, avec 9 plateaux qui baignent dans l'hélium. Donc ça permet le refroidissement, c'est ça. Voilà, c'est ça, et de faire en sorte que ça puisse mouvoir sans trop de frottement, de manière très 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 fluide. Et puis avec un système, alors m'en demandez pas trop sur le plan technique pur, si je puis dire, mais c'est un système d'assistance à micro-ondes en écriture. Donc ça permet d'accélérer l'écriture. Donc finalement, encore une fois, les disques magnétiques redonnent reprend une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. Et donc, alors évidemment, pourquoi les deux coexistent encore? C'est simplement une question de coût. C'est que malgré tout, il y a un rapport entre les deux qui fait que avoir des disques magnétiques, c'est toujours quand on a besoin de volumes très importants. Et c'est vrai que les volumes explosent.
Et c'est vrai qu'avant qu'on ait des SSD de 20 Teraoctets, il y a encore un peu de marge de manœuvre. Alors on passe du stockage au cloud, il y a un pas que je franchis allègrement avec Microsoft et SAP qui annoncent une alliance rapprochée, j'allais vous dire une de plus. Alors c'est pour HANA, hein, on sait que c'est la nouvelle plateforme, donc base de données aux colonnes de départ qui est devenue la plateforme sur laquelle SAP veut pousser tous ces applicatifs en fait. Hein. Oui. Donc en mai dernier, ils avaient signé un accord avec les 3 grands du cloud, AWS, Google et Microsoft, pour pousser HANA sur leurs clouds respectifs. Et là, SAP va un peu plus loin avec Microsoft, en signant un partenariat un peu plus poussé, qui concerne alors Azure d'un côté et Cloud Platform de l'autre. Donc Cloud Platform, c'est le PaaS de SAP. Donc en gros, c'est le cloud pour le développement d'applications. Et donc l'idée, c'est d'avoir une intégration encore un peu plus poussée entre les deux mondes et surtout de proposer un support conjoint pour les deux. Oui. Donc ça veut dire que on va pouvoir développer sur Cloud Platform, pousser les applications sur Azure et faire en sorte qu'on ait un continuum. Un continuum plus. Donc qu'on puisse le faire de manière plus facile et qu'on ait un support conjoint. Donc c'est un partenariat renforcé entre les deux acteurs. Très bien. Et pour conclure, là, on est sur un sujet un peu annexe, qui est celui de l'investissement de SoftBank dans WeWork. WeWork, pour nos lecteurs qui seraient passés à côté, c'est une plateforme d'hébergement, de colocation, de bureaux tout simplement, qui s'est lancée avec les fonds dans la Silicon Valley et qui n'était pas très loin de la faillite. Et puis SoftBank est arrivé. Oui. Donc effectivement, la SoftBank sauve, hein, c'est clair. WeWork a été valorisé à plus de 40 milliards de dollars, et puis tout d'un coup ça s'est effondré. Ça s'est effondré tout simplement parce que là pour le coup c'est un modèle très prédictif. On sait de manière assez précise combien ils vont pouvoir générer de chiffre d'affaires et donc de bénéfices. Donc ils avaient fait leur introduction en bourse, le cours s'est effondré et SoftBank est arrivé, a racheté, a fait une EPA sur une part importante des actions, ce qui va amener le 80% du capital de WeWork dans SoftBank. Donc en gros, ils absorbent. Alors ça rappelle quand même parfois je dirais le côté un peu grégaire de tous les investisseurs, alors qu'en fait c'est vrai que WeWork, si on réfléchit un peu, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est pas un modèle extraordinaire, bon, même si enfin, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais les bureaux de WeWork à Paris sont, quand on y va, c'est très plaisant. Mais bon, après, il faut voir si c'est rentable ou pas. Et puis alors l'autre point, c'est le patron, le fondateur là, de WeWork, qui va quand même, bon, c'est quand même lui qui est un peu à la manœuvre, on va dire. Voilà, et donc il est responsable de tout ça. Voilà, il va partir. Enfin, il va pas vraiment partir. Il garde un poste d'observateur au conseil d'administration. En gros, il part en termes de, il est plus du tout exécutif dans l'entreprise, et donc il va partir avec cession d'actions plus un petit bonus, un package, 1,7 milliard de dollars. Ça lui laisse le temps de jouer au golf, effectivement. Voilà. Et donc il peut créer peut-être un deuxième WeWork Better. Bon, suite au prochain épisode. Ça, c'était pour le passage de l'actualité, le passage en revue de l'actualité en bref. Pour le sujet de la semaine, on parle d'un sujet qui est l'IA, avec une approche un peu différente. Est-ce que peut-on faire confiance à l'IA, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, des gens comme IBM prétendent déployer l'IA sur des choses aussi importantes que la santé, le diagnostic contre le cancer, radiologie. Donc effectivement, la problématique de la confiance, elle est plus que posée. Alors finalement, la question c'est, est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA? On ne sait pas trop. La question c'est, est-ce que les gens font confiance à l'IA? Et donc la réponse est oui. C'est-à-dire que c'est une enquête qui a été faite par Oracle, enfin commanditée par Oracle et faite par un cabinet qui s'appelle Future Workplace. Et donc effectivement, deux, trois chiffres simples, c'est 2 personnes sur 3 dans un environnement de travail font plus confiance à un robot qu'à leur manager. 2 personnes sur 3, donc une proportion équivalente, se déclarent enthousiastes et optimistes par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis une proportion encore plus élevée, donc 8 sur 10, pensent que les robots, alors c'est pas les robots au sens robots industriels, mais les robots dans le domaine des services, puis dire, donc c'est vraiment là, pour le coup l'intelligence artificielle, pensent qu'ils seront plus performants
que leur manager. Et pour des tâches simples, évidemment. Alors des tâches simples, en fait, c'est pas nécessairement des tâches simples, c'est des tâches qui sont bien identifiées. Et ça, finalement, c'est relativement, comment dire, compréhensible. Parce que si on prend par exemple le jeu de Go, c'est pas simple, c'est très compliqué, mais il y a des règles identifiées, il y a des règles. Et donc, le champion du monde s'est fait battre par AlphaGo, donc par DeepMind, qui était une filiale de Google. Donc, effectivement, là, ça paraît tout à fait sensé de répondre ça. Donc, je dirais que le constat de tout ça, c'est que finalement, alors il y a aussi l'autre problématique, savoir est-ce que l'IA va remplacer des emplois. C'est pas tellement ça qui a été exploré, c'est plutôt le fait que l'IA soit un outil pour lequel on peut avoir confiance. Et là, cette enquête, de ce point de vue-là, est assez positive. Donc, évidemment, c'est plus facile pour ensuite l'introduire dans les entreprises. Alors maintenant, du côté de l'utilisateur, hors de l'entreprise qui fait appel au service de l'entreprise, ça, faudrait voir c'est une autre question. Si les services sont aussi bien rendus. Grâce à l'IA, on a quelques doutes quand même. Ce sera le sujet d'une prochaine étude. Ça, c'était pour la semaine passée. Guy, pour la semaine à venir, l'événement de la semaine, c'est Cloud Expo. Alors, c'est pas la semaine, mais l'événement du mois, mais enfin, c'est effectivement à la porte de Versailles à la fin du mois de novembre. Donc, c'est, bon, évidemment, le cloud, on en parle depuis très longtemps maintenant, mais en tout cas, c'est un peu une des expos qui fait référence dans le domaine. Donc, c'était un rendez-vous qu'on voulait mentionner, tous les acteurs, donc les service providers, les hébergeurs, et puis aussi les entreprises, les opérateurs télécoms. Donc, il y aura beaucoup de monde, donc c'est l'occasion de faire un peu le point sur le sujet, donc que nos auditeurs puissent se préparer s'ils sont intéressés. Si ça les intéresse. Et on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Guy, c'est pour cette fois-ci autour de Facebook et de sa future monnaie virtuelle Libra. Libra. Avec encore un carton rouge, orange du régulateur américain. Oui, alors ça s'est terminé en fait par une déclaration de Mark Zuckerberg qui est venu au Congrès par le Sénat et par la Chambre des représentants, pardon. Et donc en fait, effectivement, il était venu pour parler du Libra et il a fait une déclaration à la fin en disant que il ne lancerait sa monnaie, sa crypto-monnaie, que si les autorités de régulation lui donnaient le feu vert. Donc effectivement, pour le moment, c'est pas bien parti. C'est pas fait encore. Et puis évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il est quand même au centre d'un gros questionnement sur l'influence de Facebook dans tout un tas de domaines, et en particulier dans le domaine de la politique. Et les députés américains n'ont pas pu s'empêcher de le questionner là-dessus, en particulier sur son rôle dans les élections de 2020. Et donc la question a été posée par la congresswoman Alexandra Ocasio-Cortez, donc qui lui demande en gros, si on met des fausses nouvelles sur Facebook, est-ce que vous allez les supprimer? Et donc la réponse c'est non. On ne va pas les supprimer. Et alors la déclaration, c'est là où on voit quand même la maturité de Mark Zuckerberg, en gros, qui fait une déclaration vraiment très, très officielle en disant c'est mal de mentir. Mais on ne va pas plus loin que ça. C'est assez étonnant de voir cet échange. Bon, écoutez, là pour le coup, je pense que sur la thématique des élections présidentielles US de 2020, on aura largement l'occasion d'y revenir. En attendant, je remercie Guy et je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour notre traditionnel rendez-vous du lundi matin. À très bientôt, merci.